man Adama Gaye maa leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant. Ich bin Adama Gaye. My name is Adama Gaye, speaking to you from Germany. Yes, je crois que c'est une ville extraordinaire avec ses arbres, avec ce jet d'eau, avec vraiment ce parking. On sent que c'est l'histoire ici. On sent véritablement que la marque de Gutenberg est restée plantée ici et que ça a affecté toute l'histoire de cette ville. C'est extraordinaire de voir comment un pays pareil a su garder son histoire et ses hommes et les célébrer et en faire aujourd'hui ce que nous voyons et que nous célébrons. Il est grand temps que dans nos pays aussi nous en fassions de même, au lieu de détruire nos hommes, nos femmes, de valeurs et tout, qu'on leur permette, n'est-ce pas, de laisser leur talent, leur savoir-faire s'exprimer et demeurer un patrimoine intangible pour nos sociétés qui ont besoin d'avoir leur propre narratif. Et ça, je crois que c'est ce que je tire de ce sentiment de voir à travers toute l'Allemagne depuis que je la connais, les signes de l'histoire restés en place, en particulier ces signes qui de Gutenberg à Goethe traversent les âges et imposent l'image d'une Allemagne très puissante. Et en même temps, on voit aussi que sont effacés les signes négatifs de l'histoire de ce pays, y compris le passage du nazisme de 1933 à 1945 sous Hitler, que cela ne soit plus visible où que ce soit. C'est aussi une volonté de redéfinir l'histoire de ce pays. Ça, je pense que c'est fantastique de voir cela. J'espère que dans nos pays, les historiens, les sociologues, les ethnologues comme ceux qui sont ici, les géographes, les juristes, les journalistes, tous les théoriciens des sciences sociales, mais aussi des sciences scientifiques, si on ose dire, se mettent ensemble pour créer un narratif africain, un narratif sénégalais. Je pense que c'est de cela aussi que participe le combat politique que nous devons mener. Si nous voulons que le Sénégal change, il faut que nous retournons aux fondamentaux pour bâtir une histoire de l'Afrique qui nous ressemble, ou plus précisément qui ressemble à ce que nous souhaitons que notre société soit et devienne. C'est possible. Nous en avons les talents et les capacités, le potentiel et les ressources naturelles, humaines, historiques, le legs des ancêtres, l'émergence d'une jeunesse capable et imaginative, et associé à tout cela, l'arrivée de cette transformation technologique que l'Internet et les nouveaux médias de communication, de réseaux sociaux nous offrent. Tout cela fait que je pense que nous sommes à la veille d'une redéfinition de l'histoire des peuples et des nations, et nous ne devons pas, nous, peuples africains, d'abord peuples sénégalais, être en reste. C'est ça mon sentiment, moi, Adama Gaye, et je suis heureux de le dire ici, à partir de cette plateforme de l'université Johannes Gutenberg, parce que Gutenberg, c'est lui, par son invention de l'imprimerie, qui a aidé à la démocratisation de l'Europe, à la fin de l'État impérial, à la fin de l'État autocratique, à la fin de la domination des ecclésiastes et à l'arrivée, n'est-ce pas, de l'âge des Lumières. De Gutenberg à Zuckerberg, nous avons vraiment une relation de familiarité qui se trace et qui permet aujourd'hui, à partir des écrits permis par l'ère Gutenberg, l'imprimerie, de voir avec l'ère tactile définie par l'actuel, l'un des gourous actuels, n'est-ce pas, de cette révolution que j'appelle la tectonique des plaques numériques, de cette révolution portée par l'Internet, par le digital, et qui est Mark Zuckerberg, auquel s'ajoutent d'autres personnes, que ce soit Elon Musk, que ce soit les fondateurs de Twitter et d'autres, les inventeurs des téléphones portables comme Steve Jobs avec Apple, etc. Il faudrait donc
dans cette transformation, à ce rendez-vous, aurait dit Léopold Sédar Senghor, premier président du Sénégal, du donner et du recevoir, rendez-vous de l'universel, que nous, Africains, nous commençons à venir aussi avec notre participation, parce que nous avons tellement de savoir et de savoir-faire, de talents, de génie à déployer à travers le monde, et les plateformes nouvelles nous permettent de le faire à moindre frais. Il ne faut pas qu'on rate cette occasion. Et cela passe par un retour de la paix, de la démocratie, de la justice, de la sécurité, de l'équité, de l'harmonie ethnique et sociale. Ces choses-là sont possibles. Africa can claim the 21st century. L'Afrique peut revendiquer le 21e siècle. Tout le monde sait qu'au 21e siècle, c'est nous qui disposons des atouts. Dividendes démographiques, les ressources naturelles, les terres arables, l'espace, l'intérêt géopolitique, le regain d'intérêt géopolitique, j'allais dire, le positionnement intellectuel, le besoin du monde entier de redécouvrir ce continent et de le traiter comme tel par rapport à son potentiel. Je crois que c'est cela qui fait qu'être optimiste par rapport au continent n'est pas une vue de l'esprit. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'un de mes livres, je l'ai intitulé « Demain, la nouvelle Afrique » aux éditions L'Harmattan. Et volontairement, j'ai essayé d'avoir un pli optimiste pour imposer dans mon analyse ce sentiment que l'Afrique peut sortir de ces moments de difficulté que nous avons hélas trop tendance à mettre en exergue pour avancer, ce qui fait de ce continent celui vers lequel accourt toute la planète, le reste de la planète. Donc l'Afrique peut devenir le leader, la locomotive du 21e siècle, d'où émergeront des Gutenberg, des Goethe et j'en passe. Adam Agaï, depuis l'université Johannes Gutenberg à Mainz, en République d'Allemagne. Nous sommes dans un monde plat, comme dit Thomas Friedman. The world is flat. Aujourd'hui, avec le digital, les formations online, le savoir n'a plus de place. Ce que vous apprenez ici à Mainz, à l'université John Gutenberg, vous pouvez l'apprendre à New York, Manhattan, à l'université Columbia, à Stanford, à Palo Alto, en Californie, ou à Pékin, à l'université de Pékin, Beida, ou encore évidemment à l'université sénégalaise de Dakar, ou celle de Saint-Louis, de Ziguinchor, de Bombay, ou même agricole du Sine Salou. Vous savez, la science, c'est comme la musique, elle n'a pas de frontières. Aujourd'hui, ce que nous trouvons dans nos pays comme stock de savoir, et de savoir-faire au niveau de l'université, je ne dirais pas que c'est au même niveau que ce qui se passe. Il y a des différences, mais dans l'ensemble, ce sont presque les mêmes savoirs qui sont distribués. Et nos universités, malgré leur pauvreté matérielle, notamment leur librairie, leur bibliothèque, leur inaccessibilité parfois à l'Internet, les problèmes de transport, les campus qui ne sont pas toujours bien adéquats ou suffisants pour abriter les étudiants, ou les restaurants universitaires et tant d'autres petits problèmes matériels, il n'empêche que sortent de nos universités des élites compétentes, capables, formées par des professeurs de plus en plus, disons, au même niveau, au diapason de ce qui se fait de mieux dans le monde. Je suis un produit de l'université sénégalaise, pour commencer, l'université de Dakar, où j'ai fait mes humanités dès que j'ai eu le bac. Et je garde encore quand même le souvenir d'avoir eu des enseignants sérieux, rigoureux, ambitieux et volontaires pour partager leur savoir. Sans cette base acquise sur les bancs
de l'université sénégalaise, peut-être que je n'aurais jamais eu cette facilité à m'insérer presque partout dans toutes les universités du monde, et Dieu sait que j'en ai fréquenté, et je n'ai pas eu, entre guillemets, à en rougir parce que l'université du Sénégal m'avait préparé. Que ce soit la Sorbonne, que ce soit Oxford, que ce soit Pékin, que ce soit Genève, que ce soit Johns Hopkins, que ce soit Stanford, que ce soit Harvard, partout où je suis passé, la London School of Economics, j'ai toujours eu le sentiment qu'en plus de ce que j'apprenais là-bas, ce que j'avais connu au Sénégal et ce que je continue de connaître à travers mes lectures, des productions des ressortissants et des diplômés de nos universités sénégalaises, ça m'a beaucoup aidé. Il est évident que nous avons grandi sous Léopold Sédar Senghor avec cet enseignement qu'il nous donnait d'avoir toujours l'esprit ouvert, tout en nous enracinant dans nos traditions, mais d'être ouvert au vaste monde, au vent poreux, disait-il, du monde. Cela, personnellement, m'a configuré pour pouvoir m'adapter partout. Pour le ressortissant d'une ville secondaire du Sénégal qui était Kaolack, qui trace ses racines dans la région du Baol et qui a eu à vivre dans la capitale à cause de l'université, j'ai le sentiment d'avoir été, dès ma jeunesse, préparé à affronter le grand monde. Quand je suis venu ici en Allemagne la première fois, tenez-vous bien, c'était en mars 1980. J'étais venu de Paris où j'étais étudiant et j'étais venu voir un ami allemand à Munich et qui m'avait conduit à la frontière autrichienne pour aller dans le Tyrol autrichien. Et déjà à l'époque, malgré ma jeunesse d'alors, je n'avais eu aucun complexe. C'est comme si ce que je voyais participait de la continuation de ce que j'avais appris à partir de mon terroir, le Sénégal. Et donc, nos universités sont très méritantes. Seulement, il y a un bémol. Il faut leur donner davantage de moyens pour être en compétition avec ce qu'il se fait de mieux dans le monde. Nous entrons dans un monde, dans une ère où le savoir, l'économie du savoir est l'élément décisif, ce que les marketeurs appellent l'avantage compétitif, différentiel que l'on peut avoir pour pouvoir jouer dans les affaires nationales et internationales. Et donc, c'est vrai que dans nos pays comme le Sénégal, on nous a toujours dit sous Senghor que plus de 30% du budget national était consacré à l'éducation, mais je crois qu'on peut faire plus et mieux. Parce que des peuples formés, c'est cela qui fera la différence pour le continent africain. Et donc, par rapport à ce que nous faisions avant, il faut que nous augmentions. Surtout que nous sommes à une époque où les services sont de plus en plus importants par rapport aux autres mamelles de l'économie. Les matières premières, l'agriculture ou le niveau secondaire, les industries et les manufactures. Aujourd'hui, c'est les services, les assurances, les banques, l'enseignement, la santé et le tourisme, des secteurs où les pays africains, comme certaines autres régions du monde, ont su le faire pour y en capitaliser, comme l'Inde avec sa Silicon Valley à Bangalore, ou la Chine avec sa région de Shenzhen et de Guangzhou, qui sont devenus véritablement les locomotives de son économie en reprenant tous les acquis des pays post-industriels. Nous avons la possibilité au plan des services, nous Africains, d'investir dedans par la formation de nos populations, mais aussi par leur utilisation pour développer des services. Si vous prenez des pays comme les États-Unis, leur économie repose à plus de 60-70% sur les services. L'agriculture, 1%, 2%, les manufactures avaient été longtemps éliminées. Ce n'est qu'après la crise du Covid qu'on a commencé à créer de nouvelles manufactures pour avoir la capacité de produire des vaccins, des masques, etc. Donc
nous autres pays africains, pour pouvoir gagner dans la chaîne de valeur, il nous faut développer véritablement notre savoir en termes de service. Et ça, nous avons des peuples extrêmement éveillés, alertes, intelligents, qui peuvent aisément capturer tout ce que vous pouvez imaginer et évidemment être des producteurs. Retenez que Elon Musk, qui pendant longtemps, jusqu'à une date récente, fut l'homme le plus riche du monde, a été formé en Afrique du Sud. C'est un Sud-Africain. Vous savez qu'il y a des Africains qui ont du talent, qui sont du génie. Regardez ce qui se fait au Nigeria avec Nollywood, le film, l'industrie du cinéma au Nigeria. Regardez la musique au niveau du Sénégal, au niveau du Nigeria et d'autres pays africains. D'autres pans, n'est-ce pas, des services peuvent aussi être utilisés pour faire en sorte que l'Afrique devienne bénéficiaire net de la vente de ces services, et c'est ça qui fera que l'Afrique pourra se positionner. Et il est évident aussi que nous ne devons pas faire ça tout en excluant également la souveraineté alimentaire, la souveraineté sanitaire, la souveraineté sécuritaire. Tout ça aussi, ça fait également partie de cette réorientation du narratif africain qu'il nous faut rebâtir pour que dans la compétition planétaire, nous puissions être ce continent vers lequel on pourra se tourner pour avoir des soins de santé à moins de frais par rapport à ce qui s'offre en Europe, avoir des formations du même niveau que ce que donnent les plus grandes universités du monde, par des partenariats à développer avec nos universités et les grandes universités planétaires qui cherchent à se redéployer pour venir capturer l'avantage démographique dont nous disposons pour pouvoir les former et éviter, n'est-ce pas, de sombrer, n'est-ce pas, avec la baisse de leur démographie dans la plupart de ces pays, du Japon, aux États-Unis, en Allemagne, etc., où ces universités ont des difficultés pour recruter. Alors que si cela se fait sur nos territoires, cela créerait ce qu'on appelle des investissements directs étrangers dans un secteur de services qui créerait non seulement de la valeur ajoutée intellectuelle, mais aussi un positionnement sur nos pays. Et ce ne seront pas des investissements réversibles comme les investissements portefeuille avec l'argent facile qu'on peut retourner, comme cela s'est fait dans la crise asiatique en 1996, 1997, 1998, avec la baisse de la monnaie thaïlandaise, le baht, et avec l'effondrement de ces économies du fait de leur exposition à des devises étrangères trop fortes par rapport à leur emprunt, à leur dette. Donc, effectivement, l'université, c'est peut-être le point d'entrée vers le développement. Il y a plusieurs points d'entrée, comme dit Francis Fukuyama lors d'une séance où j'avais été invité et où il faisait une présentation. Et il disait, on peut entrer par les revendications syndicales pour dire plus de liberté syndicale, plus de respect des travailleurs. On peut entrer par les revendications démocratiques pour exiger davantage de démocratisation. On peut même entrer par des voies militaires comme en Asie du Sud-Est où on a vu la Corée du Sud, Taïwan et d'autres pays contrôlés par des pouvoirs autoritaires là-bas, mais qui ont été obligés en raison de l'accroissement économique de ces pays de devoir céder sur le front des libertés parce que les peuples qui avaient suffisamment à manger, à boire, selon le principe du triangle de Maslow, de cette pyramide, étaient arrivés à un moment donné où, après avoir assuré leur sécurité et leur alimentation, commençaient à exiger plus de respect quant à soi et quant à leur self-esteem. Et donc, nous sommes dans cette dynamique-là, avec l'arrivée de l'éducation, le renforcement de l'éducation, nous pouvons nous donner les moyens demain de créer des peuples plus revendicatifs vis-à-vis de leurs droits et qui ne soient plus que les sujets, malheureusement, que beaucoup d'entre elles, ces populations, sont dans le contexte actuel, qui sont donc fair game de la viande fraîche, facile à avaler par les autocraties qui s'installent du fait de l'absence d'éducation, d'éveil de conscience, de conscientisation de nos populations. L'éducation, c'est la clé du développement. Éduquer une personne, vous éduquez une nation. Donc, nous devons passer de la parole, de la rhétorique aux actes. Je crois que le moment est propice, plus que jamais. Il y a une conjonction de facteurs, de l'Internet, du digital, de la libéralisation du commerce,
des services, de l'économie planétaire. Tout cela concourt à donner à l'Afrique des raisons de dire nous aussi, nous ne voulons pas rater cette nouvelle révolution, la 4e ou 5e révolution qui est la révolution post-industrielle après la révolution la première qui fut agricole, suivie de la révolution qui est liée à l'avènement de l'automobile, puis la révolution de l'électronique. Maintenant, avec la digitalisation et tout, nous avons une autre révolution et la révolution de l'Internet, l'intelligence artificielle vient aussi, cette intelligence artificielle, apporter un autre volet dans cette mutation en profondeur qui est en train de se faire. Et donc, nos pays africains sont dotés des capacités de jouer les premiers rôles. J'en suis convaincu.我叫大卫，你好。你好，我是阿达玛。阿德玛啊，你呢？很高兴认识，我是大卫。很好，你是北京人，你呢？我不是北京，我是马来西亚人。马来西亚人？马来西亚人，你知道马来西亚吗？我是塞内加尔人。马来西亚在。马来西亚，瓜拉伦坡。genau，对，是个。很好，漂亮。对，你在德国多久了？不，我是塞内加尔。啊哈。Ich bin ein Mainzer. Oui, c'est fascinant d'être ici au musée Johannes Gutenberg. Qui a lancé à travers la révolution de l'imprimerie la vraie révolution industrielle et intellectuelle, le siècle des Lumières. Gutenberg, c'est en quelque sorte l'ancêtre ou le père de ces révolutions-là, si on ose dire, parce que c'est au plan conceptuel que tout est parti d'ici, que les idées ont été lancées dans les sociétés et aujourd'hui encore, avec l'avènement donc des Zuckerberg, John, le fondateur Steve Jobs ou Elon Musk, toutes ces transformations de l'intelligence artificielle et tout, nous voyons qu'il y a un partenariat, j'allais dire une gémellité avec Gutenberg. Ce qui est bien, c'est que si des pays comme les nôtres, non, le Sénégal, ont connu leur démocratisation, c'est, si on ose dire, grâce à Gutenberg. Parce que les journaux qu'on a connus au siècle dernier, jusqu'à la fin du siècle dernier, au début de ce siècle, c'est des produits nés de la révolution de l'écriture portée par Gutenberg. Et donc c'est à cause de ça que nous avons eu des alternances démocratiques, que nous avons connu un pays qui s'est peu à peu démocratisé, où l'affrontement des idées, les libertés d'expression, d'opinion et d'information sont devenues une réalité. Donc tout cela, nous en bénéficions, nous en récoltons les fruits, mais nous en voyons aussi les limites parce que nous continuons à nous bagarrer pied à pied pour forcer, pour contraindre certains des dirigeants africains qui refusent de moins en moins d'accepter les règles de la démocratie, de la transition, de l'alternance, du changement pacifique de pouvoir, de la limitation du mandat, de suivre
le modèle inspiré de la révolution Gutenberg. Alors je dirais que si au Sénégal nous avons connu il y a quelques jours ce recul de la démocratie qui était sur le point de tuer notre processus démocratique jusqu'à ce qu'on craigne que Macky Sall, qui est à la tête du pays dans des conditions que l'on sait, sans être forcément légitime, parce qu'en 2019, il n'a été réélu que de façon frauduleuse, et qui s'est fait élire en 2012 sans que le peuple sénégalais sache à qui il avait affaire, compte tenu des détournements financiers et de ses liens politiciens avec les prédateurs du pouvoir des socialistes à Abdoulaye Wade. Tout cela, nous l'avons vécu. Nous pensions qu'une nouvelle page pouvait s'ouvrir. Mais hélas, quand Macky Sall est arrivé au pouvoir, il a cherché vaille que vaille à s'accrocher. Et quand il y a quelques jours, il a été contraint, forcé, obligé de renoncer à sa troisième candidature contre laquelle s'opposait la constitution sénégalaise, la morale, l'éthique et la volonté populaire. Si on en est arrivé là, c'est parce qu'il y a encore toujours le flot de cette révolution des idées née de cette révolution de l'imprimerie portée par Gutenberg. Ce que l'on peut dire maintenant, nous sommes dans une situation où nous revenons de très loin, parce que nous étions vraiment au bord du précipice et beaucoup voyaient déjà le modèle démocratique sénégalais partir en fumée. Heureusement que nous avons semblé être sortis de cette perspective macabre, mais nous ne sommes pas encore hors de l'auberge, parce qu'il va falloir organiser un débat démocratique, une élection transparente, une transparence dans le processus, une supervision électorale de haute facture et l'ouverture des jeux politiques selon des critères constitutionnels, normaux. C'est à cette fin que, pour ma part, il me semble que pour pousser cette révolution du Gutenberg et tout ce qui est venu après avec, y compris donc la révolution de l'intelligence artificielle, y compris la révolution de l'information digitale, y compris la mondialisation par la liberté de la circulation des personnes, des biens, des services et de tout le reste, je crois qu'il faudrait que nous ne rations pas cette fois-ci le train de l'histoire. Il nous faut aller beaucoup plus loin en organisant une élection rigoureuse, sérieuse, transparente, de haute facture, avec des programmes, avec des projets, avec des personnes, avec véritablement les échanges qui permettront au peuple sénégalais de voter en connaissance de cause, de ne pas bazarder son vote parce qu'il est corrompu de façon chiche, de ne pas voter sans avoir les institutions de supervision de ces élections, que ce soit le Conseil constitutionnel, que ce soit le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, que ce soit le comité, la Commission nationale autonome des élections, la Sénat, ou la presse sénégalaise et toutes les autres instances, y compris les forces de défense, de sécurité, les forces socio-religieuses, etc., que tout le monde concourt à ce que l'élection soit juste, libre et transparente et que puissent y participer des décideurs, des acteurs à la hauteur des enjeux du XXIe siècle. Nous ne pouvons pas aller dans un processus électoral sans que n'y soient les élites qui sont l'incarnation de ce qu'il y a de mieux dans notre société. Mais pour que cela puisse se faire, encore une fois, mon sentiment est que si nous allons vers une élection dans la précipitation, il y a fort à parier que le pouvoir en place va bidouiller, frauder, magouiller et se pérenniser, ou alors trouver une personne qui puisse pérenniser son image et ses pratiques. Ce serait la pire des solutions et des perspectives qui s'offriraient au Sénégal. Alors que faire, comme disait Lénine? Que faire, à mon avis, c'est une question centrale. Pour pouvoir s'assurer que nous allons monter en gamme, en puissance dans la démocratisation, je vais poser une offre. Mon sentiment est qu'il nous faut organiser une transition démocratique
d'où Macky Sall serait exclu. On ne peut pas faire une élection avec quelqu'un qui, bien qu'ayant dit qu'il n'est pas candidat, c'est aussitôt empressé de dire qu'il va désigner quelqu'un dans son camp et il va tout faire pour que cette personne gagne. Quelqu'un qui reçoit son parti à la présidence de la République, quelqu'un qui prend en charge la sélection des candidats, qui s'est arrangé pour placer dans les institutions qui décident du processus électoral ces hommes et femmes à lui. Prenez le Conseil constitutionnel. Il a nommé à sa tête 2 personnes de sa propre ethnie, Poulard. On sait le pli ethniciste qui a irrigué le fonctionnement de ce pouvoir. On sait aussi que ce Conseil constitutionnel lui est largement redevable et qu'il n'hésiterait pas, il ne lésinerait pas sur les moyens pour amener ses membres à aller dans le sens de ses souhaits, donc à élire quelqu'un qui serait soit son clone, ou bien son sosie, ou quelqu'un qui serait là pour rester un figurant à la Medvedev, à la tête du pays, pour lui préparer, lui chauffer le banc. Nous avons aussi, comme risque que nous rencontrons, son contrôle qu'il a sur les forces de défense et de sécurité, sur la presse, sur les forces socio-religieuses qu'il a su corrompre au fil des ans. Il est important d'enlever l'hypothèque Macky Sall de l'organisation de ces élections. Ensuite, je crois qu'il doit s'effacer parce que c'est comme au football ou dans un tournoi de football. Quand ça se passe, la meilleure perspective, la meilleure solution ne peut être obtenue que s'il y a un arbitre équidistant, équitable, impartial. Or, Macky Sall n'est pas impartial, il est partial. Donc, il nous faut aller comme dans le football, mais aussi comme dans les litiges, les contentieux commerciaux, notamment dans les investissements étrangers et internationaux. Là où il y a des litiges, on appelle des arbitres. 3 arbitres, 2 arbitres désignés par les parties en conflit, et les 2 parties choisissent un autre arbitre, les 2 arbitres en question choisissent un autre arbitre qui vient présider la commission trilatérale d'arbitrage, et cette commission va finir par donner donc le résultat de son arbitrage. Il nous faut impérativement chercher des arbitres qui puissent être les garants de cette élection. Mon sentiment, et c'est ça mon offre, c'est qu'on aille chercher ces arbitres ailleurs, parce qu'au fil des ans, on a détruit au sein de notre société les véritables forces qui pouvaient être les sages de la nation. Tous les sages, tous les régulateurs sociaux ont été corrompus, la presse, les intellectuels, les universitaires et tout. Donc, il faut aller chercher ça ailleurs. Je propose pour ma part qu'on n'hésite pas à aller aux antipodes pour trouver des personnes dont la crédibilité ne fait l'ombre d'un doute. Exemple, je proposerai par exemple l'ancien Premier ministre de la Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern. Celle-là, on l'a vu montrer comment elle était capable de gérer son pays, comment elle a été en mesure de redresser l'économie. Quand il y a eu des tueries à Christchurch, comment ce Premier ministre, Jacinda Ardern, plus précisément son nom, a su recoller les morceaux sociaux et donc peut-être accepter qu'elle puisse être une figure qui superviserait les élections. On pourrait aussi prendre au niveau de l'Afrique quelques figures qui, me semble-t-il, sont crédibles. Par exemple, l'ancien Premier ministre, président sud-africain Thabo Mbeki, l'ancien président de transition du Mali, Diokonda Traoré, l'ancien président du Mozambique, Joaquim Chissano, qui a une grande expertise de l'Afrique. Et donc, cela se ferait également avec l'assentiment et de l'Organisation des Nations Unies, de la Commission de l'Union africaine et de la Commission de la CEDEAO. Et à ce moment-là, ces personnes qui travailleraient avec des Sénégalais crédibles et compétents superviseraient aussi l'élection, de sorte à ce que nous fassions la bonne transition démocratique. Je rappellerai que c'est de cette manière-là, notamment, qu'un pays comme la Namibie a pu retrouver son équilibre, redevenir indépendant, et cela s'est fait sous la supervision d'un étranger désigné par l'ONU en la personne du Finlandais Martti Ahtisaari. Nous avons aussi
l'exemple sud-africain, où Mandela est devenu président en avril 1994, sous la supervision stricte de la communauté internationale. Ça a jeté les bases de la société arc-en-ciel qu'est l'Afrique du Sud. Dans le cas du Sénégal, c'est parce que nous n'avons pas les forces internes pour organiser une élection. Ce que je dis, évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est facile à mettre en place, mais ça suppose surtout qu'on se donne le temps de mettre ça en place. Et je propose qu'on reporte l'élection présidentielle d'au moins 6 mois à 1 an et d'avoir un pouvoir sous délégation spéciale, Macky Sall n'étant pas impliqué dans son organisation électorale ni dans le leadership du pays, pour que nous puissions régler tous ces problèmes qui sont dans notre société, aussi bien avec les forces violentes, les nervis, cette justice bancale et tous les problèmes qui empêchent la vraie expression de la démocratie de se réaliser. Et je crois pouvoir dire avec fierté qu'en étant ici, au musée Gutenberg, d'où la révolution des Lumières est presque partie, que nous avons l'occasion de lancer une révolution sénégalaise en nous accoudant sur le dos de toutes les grandes révolutions intellectuelles qui ont fait avancer les Lumières dans toutes les planètes, dans toutes les sociétés de cette planète qui est la nôtre. Mon nom est Adama Gaye, je vous ai parlé depuis le musée Johannes Gutenberg, ici à Mainz, en République d'Allemagne. Tellement compliqué de parler de soi, parce que, comme disait l'autre, le moi est haïssable et nous sommes dans une société où les gens sont très réticents à écouter qui que ce soit faire son narratif. Or pourtant, des sociétés comme des individus, il en est de même. Il ne faut parfois parler de soi-même, puisque malheureusement, au fil des ans, on a pu émettre des jugements de valeur, jugements parfois infondés sur les êtres, les sociétés, les pays et tout, de sorte que l'idée qu'on se fait de nous-mêmes et de nos pays ne correspond pas toujours à la réalité. Parfois, il faut se forcer, se contraindre à parler de soi-même. Et parfois, c'est utile, parce que je crois que nous venons de très loin. Nous appartenons à des sociétés où, dès le départ, parce que nous avions commencé l'école à l'aube des indépendances de pays comme le Sénégal en 1960, nous n'étions pas préparés pour aller à l'école. À l'époque, école française signifiait trahir les traditions coraniques et les voies confessionnelles et maraboutiques qui normaient nos vies. Et donc, quand, pour ma part et dans ma famille, j'ai commencé à fréquenter l'école française, à l'aube, je le répète, de l'indépendance du Sénégal qui est intervenue en 1960, c'était une relation délicate, difficile. Je n'étais vraiment pas préparé à aller à l'école. Aller à l'école, c'était une contrainte. Faire l'école buissonnière était ma tendance naturelle. N'avoir à la maison personne parmi mes parents qui étaient à l'école me facilitait la tâche de faire l'école buissonnière, de sorte que dès l'école primaire, j'aurais pu m'arrêter au CP1
Parce que lorsque je rentrais, après avoir fait l'école buissonnière, ma mère regardait et me disait, mais tu rentres tôt, hein? La seule compréhension de l'heure qu'elle avait, c'était de dire, ah, mais on n'a pas encore entendu la prière, le muezzin appelé à la prière le takousan de 17h. Et je trouvais toujours des explications plus ou moins tordues pour m'en sortir. Et c'est comme ça que j'ai fait des études en passant les classes accidentellement. De sorte que pendant longtemps, ma tentation était de sortir de l'école. Dans ma ville natale de Kaolack, où j'ai fait mes études primaires, l'ambition était, pour la plupart des gens les plus jeunes, d'avoir un emploi dans les sociétés de coopératives agricoles, ONCAD ou Sodeva, où il était de bon ton de détourner l'argent des paysans pour venir frimer dans la ville de Kaolack à bord d'une moto ou bien de jean acquis. Et donc, c'était véritablement notre horizon presque indépassable. Et donc, c'est par la force des choses que, après avoir tenté d'arrêter mes études en classe de seconde, que le proviseur de notre lycée de l'époque, en la personne d'Abdelkader Fall, qui est devenu par la suite un ministre de l'Éducation nationale, me fit venir dans son bureau et me dit, mais jeune homme, tu passes ton temps à dire à ta maman que tu ne veux pas aller à l'école alors qu'elle bat le pavé ici pour que tu retournes à l'école. Il faut revenir demain à l'école. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire le cycle secondaire. Et là aussi, c'était toujours dans l'indolence, dans l'insouciance, dans même l'irresponsabilité. De sorte que là où véritablement j'étais voué à arrêter mes études tout, je me suis retrouvé en classe de terminale par accident. Et lorsque j'ai fait le baccalauréat, étrangement, je suis sorti major de mon jury. Vraiment, d'autres qui étaient beaucoup plus méritants que moi, qui faisaient leur travail, qui étaient sérieux et tout, avaient eu des difficultés pour passer le bac. Moi qui étais un tir au flanc, je m'en sors. C'est à ce moment-là que mon l'université de Dakar, parce qu'aller à Dakar était aussi la raison pour laquelle j'ai fait le bac. Il fallait que je quitte Kaolack pour aller à Dakar découvrir la grande ville. Et quand je suis allé à l'université de Dakar, avec la bourse canadienne qui nous était donnée, nous, à l'époque étudiants du CESTI, je pouvais mener un train de vie très élevé. Et cette vie-là, j'ai pu faire la fête, j'ai pu faire la frime, j'ai pu découvrir la grande ville, j'ai pu m'incruster dans cette société dakaroise. Lorsque j'ai terminé mes études de journalisme, j'ai commencé à travailler, mais c'est à ce moment-là que le pli du savoir est venu me capturer et j'ai compris qu'il fallait que j'aille vers d'autres horizons pour élargir mes perspectives. Et soudain, bon, parce que nous étions dans un Sénégal où nous avions des références, mon sentiment était de dire, je vais faire comme les Senghor. Je rêvais d'aller à la Sorbonne, je rêvais d'aller dans les grandes écoles. Et c'est comme ça que, année après année, sans interrompre jusqu'à présent, je n'ai eu de cesse d'aller à la quête du savoir. Aller jusqu'en Chine s'il le faut pour chercher la science, comme dit le prophète Mahomet, paix sur lui et salut. J'ai continué des études à la Sorbonne, de sciences politiques, de communication à Paris 2, de diplomatie à Oxford, de pétrole et gaz à Genève, de paix et sécurité défense au Sénégal, au CHEDS, d'études chinoises à Pékin University et à Johns Hopkins, ou encore d'autres études de gestion, de relations internationales à Harvard, Shanghai, Europe International Business School, ou encore à Tsinghua, qui est la plus grande école de management de Chine. Je suis allé partout, je n'ai pas eu de cesse d'arrêter pour essayer de creuser ma capacité à connaître. Je dirais que cela n'est pas de mon mérite. Cette prise de conscience, c'est comme s'il y avait
une force extérieure qui est venue à un moment donné pour me dire attention, les années où tu as passé ton temps à dormir, à roupiller, à ne pas être sérieux dans tes études, il faut que tu les rattrapes. Je ne dirais pas que j'ai pu les rattraper, ces années perdues dans ma jeunesse. Ce que j'ai appris en réalité, c'est ceci. Plus on apprend, plus on se met sur les bancs, plus on rencontre des hommes de savoir, moins on en sait. Plus on doit devenir humble. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est cette dynamique-là qui m'habite, qui fait que autant je m'ouvre à des connaissances, je lis tout, j'essaie d'être membre de ces sociétés ouvertes par l'Internet, par l'intelligence artificielle, par certaines publications de grandes factures que je continue de lire ou de grands ouvrages, autant je reste ouvert au dialogue intergénérationnel pour parler aux plus jeunes. Autant je reste ouvert pour apprendre également les valeurs traditionnelles, les savoirs traditionnels, à faire tout pour vaincre ce qui constitue à mon avis un obstacle rédhibitoire par rapport à nos sociétés. Parce que pour rien, vous êtes facilement catalogué et vous risquez de ne plus avoir véritablement la certitude et le soutien des gens. Notre peuple est un peuple très tolérant et compréhensif à la condition qu'il voit en vous certaines caractéristiques, certaines vertus qui font qu'il soit ces citoyens sénégalais ou sénégalaises qui voient que pour cette raison, il doit pouvoir vous pardonner. Donc le pardon est d'abord, la compréhension ensuite, le soutien enfin, mais en continuant toujours de chercher à creuser, à savoir, sans jamais avoir l'arrogance de prétendre savoir mieux que qui que ce soit. Je crois que c'est au fil des ans, le Kaolackois qui était voué à rester peut-être toute sa vie à Kaolack, il y en a qui sont restés, qui sont devenus de grands hommes d'affaires, qui sont devenus de grands sportifs, qui sont devenus autre chose, n'est-ce pas? Pourtant, je pouvais peut-être finir comme un vendeur de cacahuètes dans les rues de Kaolack ou bien un chauffeur de taxi. Autant, mon destin m'a ouvert le vaste monde et je remercie le Seigneur d'avoir eu cette perspective-là qui était quand même quelque chose de miraculeuse si je me compare à mon départ qui était plutôt chaotique et pour dire le moins, c'était un très mauvais départ. Aujourd'hui, je crois que c'est par la force des choses que ces conjonctions de facteurs, de données, d'expériences, d'expertise, de vécu, de rencontres, cela me permet de dire oui, c'est un condensé de tout cela que je suis aujourd'hui. Et je crois que, en quelque sorte, sans prétention, j'incarne cette image de la civilisation de l'universel, de ce citoyen du monde mutant, dont le premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, nous poussait à être ouverts au vaste monde, poreux, tout en étant enracinés dans nos réalités. Cela, je peux le dire, est la synthèse de l'homme sénégalais que je suis aujourd'hui. Nous vivons des moments historiques au Sénégal. Nous avons déjà un pays qui connaît une vraie transition démographique avec
vraiment la part prépondérante de notre jeunesse, qui est devenue le segment le plus important de la population du Sénégal. Cette jeunesse a piaffe d'impatience pour jouer un rôle dans la marche du pays. Et malheureusement, on constate qu'on ne lui donne pas encore la place qu'elle doit avoir dans la formulation des idées et idéaux qui doivent guider l'orientation de notre pays. Je suis même sidéré de voir que lorsqu'on appelle à faire un dialogue national comme un dialogue politique, ce que j'appelle un deal organisé par Macky Sall, ou même le dialogue des forces vives de l'opposition, c'est comme s'il n'y avait pas assez de place pour cette jeunesse. Je crois qu'il faudrait que les processus de décision au Sénégal ressemblent de plus en plus à notre jeunesse. Que dans les lieux où les discussions, où les décisions se font, qu'il y ait autour de la table des jeunes qui ont des connaissances plus solides sur les questions contemporaines du XXIe siècle. C'est eux qui connaissent Instagram, qui connaissent Threads, qui connaissent Twitter, qui connaissent Elon Musk, qui connaissent Mark Zuckerberg, qui connaissent Steve Jobs. Ce sont eux qui sont alignés sur les meilleures pratiques dans le monde, les niches de croissance économique, intellectuelle, technologique et autres. Malheureusement, le fait de considérer les jeunes comme une frange qui doit toujours rester à la maison, assise, n'est-ce pas, sans travailler, sans espoir, sans avenir, ça c'est pas une bonne chose et c'est pas tenable. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les jeunes sont dehors. Ils commencent à exprimer par la colère leur violence, le refus de continuer, n'est-ce pas, cette société gérontocratique des vieillards qui décident de leur destin. Moi, je voudrais saluer ici aujourd'hui vraiment tout le respect que j'ai pour la jeunesse sénégalaise et l'espoir que je place en eux. Ces jeunes sont l'avenir du Sénégal. Il est grand temps de leur faire une place. Évidemment, dans un rapport où nous co-créons, nous créons de nouvelles façons de faire, mais où nous ne sommes pas en rivalité. Les vieux ont leur place à jouer. Le jeunisme n'est pas toujours la meilleure réponse aux problèmes de nos sociétés. La preuve, on a élu Macky Sall en 2012 en disant qu'il était le président né après l'indépendance, qu'il avait une épouse qui était sénégalaise, etc. Ces clichés-là, ces œillères-là, on voit où ça peut mener. Il faut qu'on soit ouvert et que donc, véritablement, cette force de frappe démographique que représente la jeunesse sénégalaise, qu'on la mette dans le jeu pour qu'elle puisse apporter, n'est-ce pas, ce surplus de vigueur qui manque à notre société, qui semble être, hélas, arriérée, alors que le XXIe siècle est à une vitesse vertigineuse. À côté de cette jeunesse, je dirais que aussi il serait important que les femmes de notre société se ressaisissent. C'est un peu décevant de ne presque jamais voir les femmes sur le front dans les combats. C'est comme si ça leur convient de voir les forces rétrogrades conservatrices être là, piller le pays, et alors qu'elles se laissent aller dans une culture, un culte du matérialisme et des petits intérêts grégaires, là où leur intelligence fait qu'elles devraient pouvoir être aux premières loges, au premier rang, pour aussi apporter, n'est-ce pas, leur savoir et leur savoir-faire, autant dans les foyers qu'au sein de la société et de la classe politique. Davantage de femmes dans le jeu politique, davantage de jeunes dedans, mais aussi des forces socio-religieuses plus aptes à s'ouvrir à des idées nouvelles, au lieu de vouloir s'asseoir sur des pratiques anciennes, héritées de leurs ancêtres et autres.
Je crois que tout cela, c'est cet effort-là collectif qu'il faut faire en emmenant tout le monde, pour ainsi dire, comme je suis sous une tente sénégalaise, pour reprendre la formule de Mikhail Gorbatchev de l'époque, la maison commune du Sénégal doit se faire avec tous les segments de la société, tout le spectre de la société, sans limitation. Pour le moment, c'est vraiment un peu comme à l'anglo-saxon aux États-Unis où le WASP, White Anglo-Saxon and Protestant, sont les forces qui sont en première ligne aux États-Unis. Nous, on ne doit pas faire ça. Nous devons avoir les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les handicapés, les défavorisés, les populations vivant dans les villes et villages éloignés. Tous doivent se retrouver. C'est du prêchi-prêcha, c'est un rêve. Mais c'est à partir du rêve et du rêve qu'on peut bâtir des réalités conformes à ce que nous aspirons voir le Sénégal devenir. Le narratif du Sénégal du XXIe siècle se fera avec toutes ces forces-là qui sont pour la plupart laissées en marche dans un processus qui jusqu'à présent n'a pas marché parce qu'il n'a pas été inclusif. Devenons inclusifs, c'est le nouveau nom du XXIe siècle, du nouveau leadership du XXIe siècle. De quelle ville? Je viens de Francfort. Ah oui, Francfort. Je connais un peu. Une belle ville. D'accord. Oui, j'aime. Mais vous parlez un bon français, vous avez appris le français où? À l'école. Ah oui? Et, pour moi, j'aime la langue et j'aime aussi la Vous France. parlez très bien le français. Merci. Et vous avez jamais été en Afrique? Une fois à Tanzanie. Tanzanie? D'accord, Zanzibar, c'est... Hein? Namibia. Namibia? Ah, c'est vraiment ce qu'on appelle un serpent de mer que de parler des solutions aux problèmes des pays africains. Par où commencer? C'est un casse-tête chinois dans la mesure où tout est urgence, tout est important. Et les ressources sont limitées, et les sociétés sont divisées, et les forces extérieures et les défis intérieurs, nationaux comme transnationaux, rendent la situation encore plus complexe. Mais cependant, nous sommes convaincus que ce continent africain, et d'abord le Sénégal, dispose de capacités pour prendre un nouveau départ. Je pense que le premier point de départ est la transformation du leadership dans notre pays. Il faut un leadership capable, compétent, de caractère, et un leadership dont la posture est de mettre en avant l'intérêt général au lieu de l'intérêt privé. D'éviter toutes les tendances nocives qu'on a vues dans la gestion de nos pays qui tendent à privilégier l'intérêt de la famille, du parti, des amis, etc. Le leadership doit redevenir un leadership aussi bien transformationnel, charismatique, compétent, que même transactionnel, pour s'assurer que toutes les parties prenantes trouvent leur compte dans la gestion de nos pays. C'est par le leadership que certains pays ont montré la voie du développement. Prenez l'exemple de Singapour avec Lee Kuan Yew, certes un petit territoire, mais parce qu'il a mis en avant l'honnêteté et la gestion rigoureuse des biens publics et le positionnement visionnaire de son territoire, non plus en entrepôt, mais en hub, où les ports, l'aéroport et les services
ont été déployés et qui en font aujourd'hui véritablement le modèle du développement réalisé à travers la qualité de son leadership. On peut prendre les autres exemples qui ont marché dans l'histoire contemporaine. Même en Afrique, on peut prendre l'exemple du Botswana, où la gestion des ressources minières, notamment le diamant botswanais, ça a été géré de façon tellement honnête, rigoureuse, qu'en fin de compte, le Botswana est resté pendant longtemps le pays le plus développé en termes de croissance au monde. On peut prendre l'exemple de la Nouvelle-Zélande, dont la gestion par la meilleure administration publique possible au monde a pu produire sur ce territoire des réussites éclatantes, que ce soit au niveau agricole, que ce soit au niveau de la gestion des ressources naturelles, mais aussi de l'harmonie interethnique dans ce pays. On peut parler des autres pays d'Asie, en Chine par exemple, avec Deng Xiaoping, qui en 1978 a pris une Chine qui était massivement divisée par la révolution culturelle de 1976 à 1966 à 1976 et en a fait ce grand pays qui est devenu pratiquement la première puissance économique au monde en termes de pouvoir de parité d'achat, donc le pouvoir d'achat des citoyens. Pour le Sénégal, ce n'est pas seulement le leadership, c'est aussi les institutions, c'est aussi le replacement au centre du jeu des citoyens. Il faut créer les conditions pour redonner aux citoyens la place centrale. On est arrivé à perdre de vue que c'est le citoyen qui est l'élément numéro 1 dans une démocratie. Et donc, il me semble que c'est par là qu'il faut commencer, en créant maintenant de nouvelles institutions, y compris celles qui vont s'occuper des citoyens. Maintenant, le Sénégal ne va pas s'en sortir sans se débarrasser de certaines scories arrière-gardistes, que ce soit au plan du conservatisme religieux, au plan de fixation ethnique, la polarisation ethnique, division ethnique qui existe, y compris le matérialisme qui domine le comportement des femmes qui ont beaucoup de possibilités, aussi les jeunes à qui on n'a pas donné la chance de pouvoir devenir des acteurs, des citoyens pleins et entiers pour être aux premières loges. Me semble-t-il, nous ne ferons pas aussi l'Afrique, le Sénégal en particulier, sans l'intégration régionale. Il faut que l'intégration régionale soit un processus de haute facture pour s'assurer que notre pays ne se voit pas seulement comme un îlot dans un océan de pauvreté au niveau continental. L'Afrique se fera avec tous ces pays, où aucun de ces pays ne se fera seul. Tous les pays qui se sont développés ces dernières années ont pu le faire en s'appuyant, en s'accoudant à un marché commercial de haute facture. L'Union européenne en est un, l'ALENA pour l'Amérique du Nord en est un, l'ASEAN en est également pour les pays du sud-est asiatique, et la Chine qui s'ouvre avec d'autres partenaires comme ceux de l'Asie centrale, comme la Russie et tout. Donc il y a des synergies qu'il faut créer, qui feront que demain, nous allons pouvoir peser sur l'ordre international. Mais de petits confettis d'empires, de petits pays qui ne pèsent pas lourd, écoutez, seront dévorés dans une compétition globalisée avec l'émergence de méga-États comme le Brésil, comme l'Inde, comme la Chine, comme les États-Unis, comme l'Union européenne qui est une entité unique. L'Afrique devra s'unir pour rester debout ou bien continuer de se diviser, de se balkaniser et s'effondrer à travers ces micro-États qui ne peuvent pas tenir dans la compétition internationale, qui exige cette mutualisation des forces, des talents et des possibilités. Évidemment, la démocratisation est au cœur du processus dont je parle. Il faut qu'on accepte la liberté d'expression, il faut qu'on accepte la liberté d'opinion, il faut qu'on accepte qu'il y ait des rivalités, des adversités face au pouvoir en place et que les opinions publiques puissent être les arbitres et que les décisions se fassent par la voie des urnes au lieu de celle des armes. Ça, nous avons une tendance à voir ça et là émerger un autre narratif qui consiste à dire
ce dont l'Afrique a besoin, ce n'est pas de démocratie, c'est d'hommes forts, c'est d'autocratie comme en Turquie avec Erdogan, comme en Chine avec Xi Jinping, comme en Russie avec Poutine. Mais la réalité, c'est qu'on voit aujourd'hui que ce modèle-là, ce business model-là, est arrivé en bout de course. Avant même d'avoir été accepté au niveau mondial, ce business model a échoué. De là à dire que le néolibéralisme que Francis Fukuyama a considéré comme le symbole de la fin de l'histoire, là aussi, il faut accepter ses tares, ses limites, et essayer de les corriger. Mais quand il s'agit de la démocratie et des libertés et de la conversation autour des pactes nationaux à bâtir pour aller de l'avant, nous pensons que c'est cette voie-là qu'il nous faut emprunter, pas d'autre voie pour aller de l'avant. Il y a vraiment dans la compétition de nos nations un certain nombre de choses qu'il nous faut réaliser. Et c'est ce à quoi personnellement j'ai travaillé ces dernières années. J'ai la conviction que la plupart de nos hommes politiques sont restés des acteurs accrochés à des vieilles lunes, à de vieilles idées et à une dépendance sur les mamelles de l'État-providence. Vous les voyez avec des voitures luxueuses, des gardes-corps, des dépenses somptuaires, des voyages première classe, sans en retour rapporter quoi que ce soit par rapport au pays. Cette façon de faire doit changer. C'est une façon où le politicien bénéficie, mais n'apporte pas de valeur. Alors pour ma part, moi j'ai pensé, et c'est ce que j'ai essayé de faire toutes ces années, c'est de dire avec quel partenaire on peut travailler. Et ça m'est arrivé de voir, par exemple, ici on est en Allemagne par exemple, un de mes amis qui est dans le patronat allemand, nous sommes dans un business où il cherche, il est en train de mettre en œuvre un projet d'hydrogène de 1 milliard de dollars en Angola et un autre de 24 milliards de dollars dans un pays ouest-africain. Sur l'un, nous sommes des partenaires et j'ai amené la société qui va faire ce qu'on appelle le EPC, Engineering, Procurement, Construction. Et donc, j'ai fait ce consortium et je vois que ce genre de choses sont utiles en termes d'investissement par rapport à un pays comme le Sénégal. J'aimerais bien faire ça parce que j'estime que l'Allemagne, qui va aller vers l'énergie verte, a besoin de recevoir son hydrogène, par exemple, des pays africains où cet hydrogène peut être produit à partir du soleil et de l'eau et transposé ici en Allemagne. Et l'Allemagne va respecter son engagement vis-à-vis du deal vert européen. Il veut qu'en 2035-2030, la plupart des pays européens soient à un niveau net zéro carbone, soient décarbonisés. Ça rapporte de l'argent. L'Allemagne est le off-taker, achète cet hydrogène. L'Allemagne trouve sa société de garantie à l'exportation Euler Hermès qui apporte donc la garantie par rapport au projet en question, quelle que soit l'ampleur. Et enfin, les grandes banques allemandes comme la Deutsche Bank et autres sont prêtes à accompagner ce genre de projet financièrement. Et les sociétés allemandes comme ThyssenKrupp et autres qui y trouvent leur compte sont prêtes à aller sur le terrain, faire le travail et impliquer dans la durée par le transfert de savoir et de savoir-faire les populations africaines. Par exemple, je suis impliqué dans ce genre de projet.
l'agriculture est la richesse la plus importante des sociétés humaines, parce qu'il faut d'abord se nourrir. Et c'est la force des grands pays qui comprennent cela. Regardez ce qu'on voit là à perte de vue, les champs de blé, des prunes, des fruits, de la végétation à perte de vue, la préservation de l'écologie. Ben, je me demande chaque fois, comment se fait-il qu'avec la fertilité de nos sols africains, avec la disponibilité de ces sols, 61%, 64% même des terres arables restantes au monde sont en Afrique. La superficie du continent africain, 30 millions de kilomètres carrés. Comment se fait-il qu'à ce jour, l'Afrique soit obligée de continuer d'importer sa nourriture, de compter sur des pays comme l'Ukraine en guerre ou la Russie pour avoir du blé, pour avoir des engrais, pour avoir d'autres productions céréalières, alors que nous avons le potentiel pour en produire. Un de mes amis hollandais, qui est très connu dans le domaine de l'agro-business en Hollande et qui est intéressé à développer l'agro-industrie en Afrique, m'a abordé il y a quelques années et m'avait invité en Israël avec lui et une délégation d'une trentaine d'agro-business des Pays-Bas. Et nous étions avec le Premier ministre des Pays-Bas, nous avions rencontré le ministre de l'Agriculture d'Israël et les autorités israéliennes. Nous avions visité les kibbutz et nous avons appris comment Israël, à partir de 1948, malgré les recommandations de Ben Gurion, qui est le père fondateur de l'État d'Israël, que ces agriculteurs étaient allés sur les terres du Negev, s'y installer, et avaient refusé même d'être relogés en Israël, dans des hôtels par l'État nouvellement créé, et avait décidé de transformer ces sols arides en terres agricoles. Et c'est comme ça que par l'irrigation, par des technologies nouvelles, y compris aujourd'hui par les drones pour voir véritablement où les plantes ont des maladies et pouvoir depuis le ciel les repérer et venir les corriger. Tout cela, quand je l'ai vu, je dis mais qu'attendons-nous? Alors mon ami hollandais m'a dit mais Adama, c'est possible, nous sommes disposés à venir. Et un jour, le visitant chez lui en Hollande et causant avec lui, il m'a dit, est-ce que vous savez que nous, en Hollande, l'agriculture nous rapporte 120 milliards d'euros, 130 milliards si vous ajoutez les équipements agricoles que nous produisons. C'est-à-dire plus de 130 fois ce que le pétrole et le gaz vont rapporter au Sénégal. Et quand je lui ai parlé, cet ami, il m'a dit, mais nous sommes prêts à venir au Sénégal. Et on peut faire ceci ou cela, et dans le domaine de l'agro-business, et aider votre pays à exporter, à vous insérer dans une chaîne de valeur. Et il a même proposé de dire, mais je vais construire des usines pour travailler les fruits avant qu'ils ne pourrissent, etc. J'ai pensé dire, mais est-ce que je vais faire ça pour proposer l'offre au Sénégal? À un moment donné, le ministre de l'Agriculture du Sénégal, Ali Ngouille, m'a appelé et je me dis, mais je vais peut-être lui faire la proposition, mais après je me suis dit, retenez-vous, parce que vous avez affaire à un gouvernement petit par l'esprit et la taille, et que ce gouvernement-là est capable de s'imaginer ou d'aller dire, raconter partout que Adama était intéressé par une relation d'affaires par rapport au pays. Et malgré l'appel du ministre Ndiaye, je lui ai dit, je ne peux pas vous faire ça. Parce que vous n'êtes pas des gens fiables, vous êtes un régime capable d'aller raconter des histoires alors qu'il s'agissait ici de vous proposer des réponses stratégiques, que ce soit au niveau agricole, que ce soit au niveau de la gestion des températures, que ce soit en matière de règlement des questions énergétiques, y compris même de création d'espaces pour du tourisme, parce que cet ami-là offrait une perspective holistique et pour amener aussi des spécialistes de l'agro-business qui sont basés en Hollande pour venir travailler au Sénégal. Et je me suis dit, dommage que ces opportunités-là soient tuées, assassinées dans l'œuf, parce que nous avons
à la tête des États des gens dont la seule ambition est de dire restons au pouvoir par tous les moyens, éliminons quiconque dont l'action pourrait lui donner une image de réussite pour que nous puissions rester les seuls à être salués, célébrés dans notre société. Et c'est dommage. Et je vois aussi un autre exemple. Dans un business que je fais, et je suis obligé d'en parler parfois, parce qu'il est bon qu'on sache dans nos pays que même en étant à l'extérieur, de loin, nous sommes impliqués dans des projets utiles pour nos sociétés. Je donne un exemple d'un autre investissement dans lequel j'ai eu la sensation qu'il y avait des possibilités. Par exemple, cet ami allemand qui est l'un des grands patrons allemands, et lorsque nous avons fait connaissance, j'ai eu la chance de l'introduire à l'une des plus grandes sociétés africaines du EPC. EPC, c'est Engineering, Procurement and Construction. C'est donc les sociétés qui s'occupent de l'ingénierie, de la construction et de l'approvisionnement. Et donc, lorsque la relation a été établie, cet ami allemand, au départ, on avait dit on fait du business. On ne savait pas qu'est-ce qu'on allait faire. Mais chemin faisant, après 1 an et demi, l'Allemand arrive en disant je viens de signer un contrat de 1 milliard de dollars pour faire de l'hydrogène vert, parce que notre pays, l'Allemagne, a besoin de sortir des énergies fossiles et nous sommes aujourd'hui confrontés à la crise en Ukraine avec la Russie et nous ne pouvons plus compter sur les gaz russes. Il nous faut trouver donc des solutions renouvelables pour pouvoir permettre à notre pays de réussir l'objectif fixé par l'Union européenne dans le cadre du Green Deal, le deal vert, et aussi de décarboner nos économies à l'horizon de l'an 2030-2035. I have my friend in London. It's big grapes, the biggest vineyard in Europe. My friend in England. Okay. Very, very big. Oh, this is a grapefruit. The kind of wine grapes is Riesling. Is a little. Riesling. Is a little fruit. Okay. Come on. Red. Dunfelder. Very big grain. Grain, okay. This is amazing. We need Africa to do this agriculture. We get from one wie sagt man Pflanze? Plants. Yes? From one piece we get 2.5 liters. 12 liters Yeah. for each plant. Yeah. Wow. And the plant every year comes back. The most. Okay. Do you export? You sell A out dealer, of Germany? a dealer is coming Yeah? A dealer? with a great truck. Yes? I call him up. I have 10,000 liters, Yes? and he say me 80 cent, 90 cent. Okay, not okay. €1.10. Okay, prima. Okay. You can get it. But do you have a brand, a name on the bottle? Your name, your
Your place called like I learned 3 years. school? Oh, here? When I end my Grundschule, wie heißt es? Primary school. Yes. Then we have learned for 3 years. Okay, 3 years. Also, ils font une formation de 3 ans. 3 years. Dann sind wir Geselle. Ils font Geselle, c'est l'apprenti. L'apprenti, okay, how to And cultivate. 3 or 4 years you can study, and then you get a master of wine. Okay. Wine, okay. But I must work for the family, Okay. and I haven't time and To money study. for study. For So study. you did the job. It's My- better. Practice. Practice is better. No? So ist egal. But you are young. I am Yes, you are young. 64. You are young. You can go back to school. Wir haben kein Yes? Unkraut. No herbicide. Here, no herbicide here. No. Since 4 years. Okay. Uh-huh. So how do you maintain the plant? I must often drive with my little tractor Okay. und der macht dann da ohne. Okay, to clean. Ja. Because pesticide no good for the wine. Doch, it's very good. It's good? It's grow better. It's grow better. And every times you make with a little tractor, it's fast so wie Dünger. Wie sagt man das? C'est comme de l'engrais. Okay, fertilizer. Wir können Dünger sparen. Okay. Ils peuvent économiser de l'engrais avec les pesticides. Okay. Oh, with the pesticide you can put less. Huh? Yes. But there is no pesticide here. Or is there the pesticide? No. No pesticide. Qui fait les pommes de terre. Oui. Voilà. Donc c'est un peu partagé, chacun Und das a- kommt von anderen Bauern in der übernächste Ort. Et que souvent il y a aussi d'autres paysans qui apportent viennent. leurs produits aussi. Okay, this is good. C'est ça qu'on appelle en Allemagne Hofladen. Yes. Hofladen. Oh, Hof okay. c'est la ferme, Laden c'est la boutique, donc la boutique de la ferme. Ok. Et tu Das as ist vraiment unsere eigene ça c'est Wein. leur propre produit Okay. qu'ils produisent eux-mêmes. Macht auch die Schwiegertochter die Soße. Ça, c'est le- Et ça c'est des sauces. Oui. Et c'est sa belle-fille qui les fait. Das Öl presst unser Sohn aus Raps und Sonnenblume. Alors, ça c'est de l'huile qu'ils font, c'est son fils qui fait l'huile Ok. avec à partir du raps. Tierschwein. Das ist ganz süß. Ça c'est du vin de cerise. Oui. Essig macht meine Gattin. C'est sa femme qui fait la vinaigre. Vom eigenen Wein. Yeah. Okay. Donc, à partir donc des raisins, ils font du vin et des vinaigres. It's good. It's good. It's good. Dann haben wir Milchprodukte aus dem Hunsrück. Das ist auch von Bei- hier aus bei- 40 Kilometer. Genau, ça c'est des produits laitiers. Das Oui. geht um die viennent, Region. Genau, qui viennent du Hunsrück. Hunsrück c'est une région qui est à 40 km Oui. d'ici. Okay. Ja, Fleisch haben wir vom Gau Algesheim. Algesheim, dort hat es heute gebrannt, ne? This is good. Eben brennt es überall. Alors ça c'est de la viande qui vient de Gau Algesheim. Aber das Ja, das ist viel auf Vorbestellung. Okay, Das ist vorbestellen. viel auf Vorbestellung. Also, And this is the family. Oh, das ist die Grandparents. das ist meine Grandmother. sa grand-mère. Ja. Haben die den Hof hier gegründet? Nee, die haben
deren Eltern haben den Hof gekauft 1880. C'est en 1880 que les parents de sa grand-mère ont acheté cette ferme. 1880. Diese hübsche ist die Oma nachher. Ah, das auch, c'est la grand-mère aussi. Ok. Das Fantastisch. ist drüben im Hof. Fantastisch. Was haben wir da noch? Das ist draußen. Da merkt man, was man so gut im Deutschen sagt, Das gut ist Ding auch- will Weile haben. Auch noch interessant. On va prendre quand même un dessert. Das macht unsere Schwiegertochter. C'est quoi? C'est du... Ça c'est Macht auch die Schwiegertochter. Eintopf, c'est vraiment Very good. la main dans la main. Le boucher lui donne la viande à This is what we need in Africa. Yes. Ja. In Africa, we need this. Vor 30, 25 Jahren gab es in Deutschland sowas ganz selten. Il dit qu'il y a de cela 25 ans en Allemagne, Oui. ils ne pouvaient pas faire ça, cette production locale. Ah oui? Donc en 25 ans, ils ont pu établir ça pour dire qu'en Afrique aussi c'est possible si on s'y met. Yes, thank you. Thank you. So, und Sie mögen Süße oder? Domfelder, okay. Dornfelder, ja, hab ich gerade nicht. Hab ich gerade nicht. Ist La liberté chérie. Quel sentiment de libération que de me retrouver ici, certes loin du Sénégal, mais vraiment au milieu de cet espace vaste où je sens partout la liberté. Il faut avoir été privé de sa liberté pour comprendre à quel point la liberté n'est pas seulement qu'un mot précieux, mais un mot essentiel. Beaucoup, parmi ceux et celles qui suivent cette présentation, ont fait connaissance avec ma personne le jour où, le 29 juillet 2019, les journaux, radios et télévisions et agences de presse avaient annoncé au monde entier qu'un monsieur du nom de Adama Gaye venait d'être arrêté chez lui, des potrons minés par les forces de défense et de sécurité qui étaient venus lui demander, lui intimer l'ordre de les suivre, parce qu'il venait juste de publier un texte pour critiquer la mauvaise gestion des hydrocarbures du Sénégal et parce que la veille ou l'avant-veille, on l'avait vu en photo avec l'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade, qui avait posté cette image sur son site internet, ce qui avait déclenché plus que la colère, l'irritation du pouvoir sénégalais de Macky Sall et cornaqué par un monsieur du nom de Malick Sall, que l'on a découvert après comme un faussaire, qui se présentait comme un avocat d'affaires international à Londres, qu'il n'était pas. Donc ces forces de défense et de sécurité, instruites par le ministère de la Justice, qui dévoyait la mission des forces de défense et de sécurité, l'utilisation de la puissance publique, étaient venus taper à ma porte. Ce jour-là, s'il n'y avait pas eu un sixième sens qui m'avait donné une capacité de me lever et de leur demander avec calme l'autorisation de m'habiller, un prétexte bien trouvé pour rapidement écrire sur mon internet, ma page Facebook, que ces forces étaient venues chez moi, qu'elles étaient venues me prendre et que je me portais bien et que j'avais averti mes avocats et en même temps j'avais pris mes dispositions pour cacher l'argent que j'avais sur moi afin que cela puisse servir une fois que je serai entre les mains de ces forces de défense et de sécurité et de les devenir dans une cellule carcérale.
Quand l'information est sortie que je suis descendu du 6e étage de chez moi, avec ses forces qui m'encadraient de très près pour que, pensait-elle, je ne puisse pas m'échapper, tout de suite, ma tête s'est mise à fonctionner et j'ai commencé intrinsèquement à intégrer tout ce que je vivais. Parce que je me disais, il fallait que je raconte cette histoire et qu'un livre soit produit pour faire savoir au Sénégal ce que notre pays, aux Sénégalais, ce que notre pays était devenu en matière de liberté publique, de libertés individuelles, de démocratie, de fonctionnement de la justice et de malgouvernance à ce sommet, puisque cette opération n'avait pu avoir lieu sans l'assentiment de celui qui est le numéro 1 du pays, en l'occurrence Macky Sall, qui avait été réélu dans des conditions douteuses quelques mois plus tôt, en février 2019. En allant à la DIC, la division des investigations criminelles, où ces forces étaient venues me prendre pour m'y amener, je voyais tout et je décrivais dans ma tête ce que je rapporterais. Je voyais tout. Je ne ratais aucune scène de la ville à son réveil, de l'absence de cocorico, des populations qui s'est réveillées furtivement pour prendre les bus qui commençaient à fonctionner. Et à l'arrivée à la DIC, je savais que personne ne m'attendrait pour me traiter en héros. J'étais plutôt un zéro à la face du peuple sénégalais, puisque il y avait une machinerie de campagne de dénigrement qui était immédiatement mise en œuvre pour me faire passer pour le coupable de tous les péchés d'Israël. Toutes sortes d'accusations étaient portées contre ma personne. Je n'avais d'autre option que de me fier à mon Seigneur et à ma conviction de n'avoir rien fait d'anormal qui pouvait justifier cette arrestation. Vous savez ce qui s'est passé après? Je n'ai pas besoin d'aller dans les détails. De façon lapidaire, sans raison, on m'a collé des motifs, entre autres, écrits qui affectent les bonnes mœurs dans le pays, ou critiques contre l'institution présidentielle, offense contre l'institution présidentielle en vertu d'un article qui devait être désuet l'article 80 de la Constitution du Code pénal. Ou enfin, ce qui j'avais trouvé encore plus risible, on m'avait collé le motif que mes écrits déstabilisaient la République. J'en avais ri parce que je me dis, si l'État du Sénégal était aussi fragile que des écrits pouvaient le déstabiliser, alors nous étions mal barrés. Le juge qui m'entendit, perd son âme, savait que j'avais raison. Il ne voulait pas me jeter en prison. Mais il fut forcé de me sortir du commissariat de police où l'on m'avait jeté pour me faire venir la nuit, 2 jours après mon arrestation, pour me dire, nous allons appliquer entre guillemets la loi et donc vous êtes inculpé. Le lendemain, après avoir vécu des situations intenables, jeté par terre dans des caves dégueulasses, au milieu des rats, des moustiques et tout, je fus manu militari et menotté, jeté dans un fourgon des services pénitentiaires et envoyé à Rebeuss. Quand j'allais à Rebeuss, les souvenirs de ma jeunesse, des écrits d'un grand chroniqueur judiciaire de notre journal national d'alors, Le Soleil, en la personne d'Edou Correa, ces écrits me revenaient. C'était lui qui écrivait faits divers et divers faits. Et je connaissais donc ce quartier de Rebeuss sur le bout des doigts. Et donc je m'imaginais que je passais devant les bars malfamés, les centres de prostitution, les bagarres, je voyais les tessons de bouteilles. Je m'imaginais cela, heureusement que c'est le lendemain, dans l'après-midi, qu'on m'a jeté en prison. J'ai vu Rebeuss aussitôt comme un endroit qui était fermé et qui aussitôt m'apparut comme une fabrique de délinquants, comme le symbole de la destruction de la société. Parce que très rapidement, en capturant tout ce que je voyais et tout ce que je lisais à la virgule près, en parlant avec les détenus, je pouvais me dire qu'il fallait impérativement que cette histoire soit racontée.
Et de la prison, certains détenus, dont certains avaient fait des fautes graves, dont certains étaient des criminels, certains étaient accusés, non sans raison, de meurtre. Progressivement, ils venaient me voir en me disant, « Monsieur Gaye, vous êtes venu ici, c'est la volonté de Dieu, c'est parce que vous devez raconter ce que vous avez vu. C'est une mission qui vous est confiée. » Et plus j'étais dans une posture d'un être qu'on voulait déshumaniser et qu'on écrasait en le jetant dans une chambre avec 110 prisonniers, dont certains étaient des fous, autant se développait en moi le sentiment que sous la protection divine, j'avais un travail à faire et que donc je devais emmagasiner tout ce que je voyais. Quand je me promenais le lendemain de ma première nuit carcérale qui eut lieu le 31 juillet, je vis sur l'un des murs un message accolé à une image caricaturale dessinée par, pas caricaturale, mais sculpturale, dessinée par un prisonnier. Et je me suis dit, ah, je reconnais Nelson Mandela. Je voyais son image, j'ai eu la chance dans ma vie, par les hauts et les bas, notamment parmi les hauts, d'avoir rencontré Nelson Mandela, d'avoir été l'un des premiers journalistes au monde à avoir voyagé, pour ne pas dire le seul, à avoir voyagé avec lui dans un avion privé. Et d'avoir tissé des relations avec lui et avec les leaders de la nouvelle Afrique du Sud qui se préparaient à partir de 1991 et qui devint une réalité en 1994, en avril, après la première élection multiraciale. Donc je voyais l'image de Nelson Mandela et à côté était inscrit « Seuls vos os, votre physique se trouve emprisonné ici. Votre esprit est libre. » Et cela m'a inspiré. Puis, j'ai parlé avec les prisonniers, surtout les jeunes. J'ai vu les jeunes de 18 ans. Et je leur demandais, qu'est-ce que vous faites ici? Ils m'expliquaient qu'ils s'étaient retrouvés en prison parce qu'ils s'étaient bagarrés ou qu'ils avaient eu des problèmes de 100 francs ou 200 francs. Des problèmes qui pouvaient se régler par médiation dans leur quartier, avec les chefs de quartier, chefs de village et autres, comme on le faisait en temps. Mais du jour au lendemain, ces garçons étaient jetés comme ça en prison. Et ils y étaient maintenus parce qu'ils n'avaient pas de quoi se payer un avocat. Parfois, 10 mois, 1 an, 2 ans, et ils en sortaient endurcis comme criminels. Je voyais les jeunes qui, au lieu de trouver la prison comme un lieu de rééducation, qui commençaient à voir la prison comme un hôtel, non pas 0 étoiles, mais leur hôtel 5 étoiles. Et ces jeunes finissaient, à force de tisser des relations, de se constituer des relations sociales, à se dire, au lieu de rester dans cette société périmée et perdue de l'extérieur, mieux valait rester plus de temps en prison. Et dès qu'ils sortaient de prison, même s'ils étaient libérés, au lieu de se réinsérer dans la société, n'ayant pas été formés pour avoir des métiers, ils allaient, au bout d'une semaine, commettre un autre coup et retrouver leurs amis à l'intérieur de la prison à qui ils avaient dit en quittant « Gardez-nous notre siège ». Ils s'entraînaient au sport là-bas, ils se faisaient des relations, c'était leur famille. Et je voyais tout cela. Pour ce qui me concernait, je voyais aussi la violence cruelle déployée sur des jeunes, parfois qui commettaient de petits péchés, de petites erreurs, de petits écarts, soit de langage ou physique. Et on les bastonnait. J'entendais des cris de douleur et je voyais beaucoup de jeunes mourir sous les mains de ces forces brutes, non pas de protection et de rééducation des détenus, mais de destruction de leur être. Et à mesure que je vivais, j'essayais à l'intérieur de la prison de donner un peu de sens humain à ceux et celles qui étaient, surtout ceux, c'est parce que nous étions que les hommes et les garçons là-bas, qui étaient mes compagnons d'infortune, et j'essayais de leur donner un peu de sentiment humain. Par exemple, l'argent que j'avais, je leur achetais du lait, des cigarettes, de quoi se faire du thé. Parfois, quand un prisonnier détenu pendant 8 ans était libéré, et je savais qu'aucun membre de sa famille ne venait l'accueillir à sa sortie de prison, je prenais de mes économies et je donnais à cette personne. Je prenais certains de mes habits et je leur donnais pour qu'ils retournent dans leur famille en bonne présentation.
en me disant, si vous ne faites pas cela, cette personne-là, après 8 ans de prison, dès qu'elle sortirait de cette prison, à la moindre occasion, dès qu'elle rencontrerait une possibilité de voler de l'argent ou d'attaquer une personne, elle n'hésiterait pas à le faire parce qu'elle n'ayant pas, même pas de quoi prendre un taxi ou un car rapide pour rentrer chez elle. Rejetée et jetée par la société. Et donc, la prison pour moi a été l'une des plus grandes écoles de la vie que j'ai jamais connues. Je disais tantôt que la vie, elle est faite de haut et de bas. Ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille. J'ai eu à l'école, comme je l'ai dit, des moments où j'étais étincelant et d'autres où j'étais un irresponsable qui ratait ses cours, qui faisait l'école buissonnière. Il y a eu des moments où certains de mes choix pouvaient être plus réfléchis qu'ils ne l'étaient. Et j'ai connu la vie facile et j'ai connu les difficultés de la vie. Et je me suis dit, ce qui forme un être humain, c'est l'ensemble de ces facteurs, positifs et négatifs, les facteurs explicatifs qui définissent l'être humain qu'on devient à un niveau de maturation. Et la prison m'a enseigné que je me devais, une fois sorti de ces lieux, où je n'avais été jeté que parce que mes idées ne plaisaient pas, il fallait m'imposer un silence pour que je suive le pouvoir, où j'accepte de lui donner le répit qu'il souhaitait avoir et que ses critiques ses crimes ne soient plus exposés. Je me suis dit non, le devoir m'incombait désormais de participer à la lutte et d'être un citoyen engagé, éveillé, conscient, déterminé à créer une prise de conscience sur les problèmes autour desquels le séjour en prison m'avait progressivement amené à centrer ma réflexion. Et je me suis dit, mais quelle est cette société qui ne fait pas l'effort d'une rédemption de ces êtres qui sont faibles? Une société humaine, par définition, sa mission, c'est de prendre la main des citoyennes et citoyens qui sont en état de fragiliser et de les ramener au centre, n'est-ce pas, de son fonctionnement. Je me suis dit, mais au nom de quoi, dans un pays qui se vantait, se gaussait, et légitimement d'ailleurs, d'être une société démocratique de liberté et de droits humains, comment pouvait-on en être arrivé à ne plus tenir compte de toutes ces choses-là? Et c'est pour ça, depuis ma sortie de prison, oui, vous me voyez engagé, et je ne le fais pas parce que je suis un sauveteur de quoi que ce soit. Je sens que c'est un devoir que je dois rendre par rapport à celles et ceux qui sont toujours dans les prisons et d'autres qui vont y aller. Pour que notre société devienne plus humaine, je crois que nous avons la capacité de devenir une société bien meilleure que ce que nous avons aujourd'hui. Et je suis content maintenant, en raison de la politique, de me considérer comme un acteur politique public aujourd'hui. C'est pour cette raison, voyez-vous, que si notre Seigneur, Dieu et vous-même vous le voulez, je continuerai à jouer ma partition à quelque niveau que vous souhaiteriez que je puisse le faire. Au lieu, comme la tentation peut se présenter, les possibilités d'aller au diable le plus loin possible, mener une vie solitaire et personnelle agréable sans être parmi les acteurs qui pourront contribuer à faire non seulement du Sénégal, mais du continent africain, le pays et la région du monde où tout le monde va vouloir venir, comme c'est le cas ici aujourd'hui, dans cette ferme allemande que nous venons de visiter, où nous avons vu véritablement le bonheur à l'état pur, comme aurait dit Jean-Jacques Rousseau. La prison ne doit pas être un Guantanamo, un endroit où on détruit des vies. Ça doit être une machine de réparation des êtres humains. Et je contribuerai à cet effort-là.
je le dis parce que tout le monde sait aujourd'hui que j'ai été illégalement arrêté, illégalement détenu, sans qu'un document officiel ne m'ait été donné quand on est venu me quérir. Et au moment de ma libération, après 53 jours de détention, sans qu'aucune raison ne soit donnée pour ma libération. Lorsque je suis sorti dans ces conditions et que j'ai vu que l'état de droit avait vraiment déserté le pays, je me suis dit, pour pouvoir mener le combat et expliquer la gravité de ce qui s'était passé ces jours-là, il fallait que je quitte le pays discrètement. C'est la raison pour laquelle je me suis exilé. Je n'aurais jamais pensé de ma vie qu'un jour adviendrait cette situation où je vivrais loin de mon pays. Le pays que je chéris le plus au monde, c'est le Sénégal. Je me vois obligé d'apprécier la vie ailleurs, ici, dans des localités situées aux antipodes. Je n'ai jamais pensé qu'on arriverait à ça. Pour le Sénégal et pour l'Afrique de manière générale, on peut dire que le ciel est la limite. Nous avons des perspectives très vastes qui s'offrent à nous. Pour en bénéficier, nous devons quand même mettre en place un certain nombre de critères, j'allais dire de prérequis. L'état de droit, qui doit être réhabilité dans un pays comme le Sénégal. La sécurité. Une justice équitable, indépendante du pouvoir politique. Le respect d'une harmonie sociale, harmonie ethnique, puisqu'on a vu malheureusement l'ethnie être utilisée de façon politicienne ces dernières années. Et, me semble-t-il, il nous faut aussi nous appuyer sur les nouveaux leviers du XXIe siècle pour des pays comme les nôtres. Je dirais d'abord cette avancée technologique qui permet à des pays comme le Kenya, par exemple, en matière de paiement, au plan financier, d'être parmi les nations locomotives des avancées dans ce domaine. Au Sénégal, on a aussi commencé à voir à quel point la jeunesse sénégalaise s'est appropriée ces possibilités de la technologie pour que l'inclusion financière devienne de plus en plus une réalité. Je ne peux pas conclure ma présentation sans évoquer le rôle de la diaspora. Chacun sait que la diaspora africaine, et notamment celle du Sénégal, apporte plus aux différents pays du continent que même l'aide publique au développement et les autres formes de financement qui viennent de l'extérieur. Au nom de quoi cette diaspora, nantie de ressources et de capacités, n'est pas utilisée proprement? Pourquoi elle est toujours mise en rade, écartée des processus essentiels de gestion de nos pays? Personnellement, toute ma carrière, toute ma vie, je l'ai effectuée à l'extérieur. J'ai travaillé comme directeur à la CEDEAO, j'étais journaliste à Jeune Afrique, j'ai été directeur au sein du groupe Ecobank, j'ai dirigé le grand journal West Africa Magazine et aujourd'hui je conseille des sociétés qui viennent en Afrique, qui investissent, etc. Et je me demande, par rapport à la passion que nous avons pour nos pays, notre pays le Sénégal, pourquoi notre voix ne pèse-t-elle pas comme cela devait être le cas? Ce n'est pas ignorer ou sous-estimer l'apport des populations endogènes restées sur place, mais c'est juste et insister que la diaspora soit prise en compte davantage pour que les deux forces puissent peser dans la définition, la redéfinition du rôle du continent africain au XXIe siècle. Je le répète, le ciel est la limite
si l'Afrique, si le Sénégal sont disposés à s'appuyer sur toutes les ressources qui sont à leur disposition. Je m'appelle Adama Gaye et j'étais content d'avoir partagé avec vous une partie de mon être, de mon parcours et de mes aspirations. Merci. Dankeschön.